Chers internautes, bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de 4e de couverture. Toujours un plaisir de vous recevoir ici dans cette émission pour parler bien évidemment du livre, mais surtout avec un auteur. Et aujourd'hui, nous parlerons du mariage. Alors, c'est quoi le mariage? J'en suis sûre qu'il y aura beaucoup de définitions, mais la plus simple est que le mariage, c'est l'union entre deux personnes qui se vouent un amour. Et c'est particulièrement de ça qu'il s'agit aujourd'hui, parce que dans ce livre, le titre, le mariage, entre amour et désamour. Alors, c'est un livre de Omar El Foutiyou Ba. Laissez-moi vous le présenter d'abord, parce que c'est un auteur multidimensionnel qui a à son actif bien sûr, plus d'une vingtaine d'ouvrages. Mais il a écrit, entre autres, pourquoi multidimensionnel? Parce qu'il a écrit des pièces de théâtre, il a écrit aussi des recueils de nouvelles, de la poésie. Et là, ce sont ses parutions à l'Harmattan. Il en reste bien sûr Les Sagesses d'Ahmed Baba de Tombouctou. C'est un récit. Ici, on a Omar El Foutiyou Ba toujours avec éléments de base du processus de recherche en sciences sociales, ou réussir son travail de fin d'études. Donc, vous voyez un peu ce dont je vous parlais tout à l'heure. On a ici Bruit de bottes au bord du Nil. On a aussi Hold Up, La coupe ou la vie. Encore toujours avec lui, l'administration publique face aux défis de la performance dans les pays de l'UEMOA. Et la liste est loin d'être exhaustive, mais on va rester là pour aujourd'hui. Monsieur Omar El Foutiyou Ba, bonjour et bienvenue dans 4e de couverture. Bonjour Boulé, c'est un plaisir de venir à nouveau à 4e de couverture et de franchir la porte de l'Harmattan. C'est au lieu de savoir, puisque l'Harmattan est dans la promotion, dans l'édition, mais aussi dans la promotion des auteurs, comme vous le faites aujourd'hui. Oui, merci de me recevoir. Merci à vous, surtout. Maintenant, on parle du mariage entre amour et désamour. C'est un sujet qui sera toujours d'actualité, mais qu'on n'arrive pas à cerner et à maîtriser. Pourquoi ce choix? Le mariage, déjà entre amour et désamour, comme pour traduire le moutonnement des vagues, le ressac, le flux, le reflux, le mariage n'est pas, comme le dit le poète, un lit de mer étale. Et ça, je cite Senghor. Je pense que c'est un sujet sérieux, c'est un sujet qui structure notre vie. C'est un sujet que toutes les sociétés, donc aujourd'hui, c'est simplement un sujet, mais un problème, des difficultés que toutes les sociétés cessent à résoudre, qui vaudra à l'humanité beaucoup de réflexion, qui est à la base de la société. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, la société elle est déstructurée, la cellule de base qui est la famille, qui reposait sur le mariage, a connu beaucoup d'évolutions. Oui, nos conceptions d'antan ne sont plus celles d'aujourd'hui. Et il était utile, compte tenu de tout ce qui se passe, de tout ce que l'on vit, de tout ce que l'on entend, de se pencher sur ce sujet sérieux et d'essayer à travers une réflexion d'amener nos concitoyens, mais également tous ceux qui, au niveau extérieur, tous ceux qui également ont des approches différentes, à réfléchir ensemble pour trouver des solutions. D'accord, c'est une réflexion bien prononcée parce qu'il s'agit ici d'un récit d'un professionnel du métier, du docteur Poussa, et surtout de vous qui êtes dans le social, vous êtes un spécialiste du service social. Donc, entre le mariage et les amours, dans ce livre, vous avez utilisé un style comme si c'était un guide, en montrant d'abord ce que peuvent traverser d'abord les conjoints dans un mariage. Ensuite, vous avez montré aussi quelle est la finalité d'un mariage, comment éviter les conflits. Et donc, c'est un livre en même temps scientifique, mais vraiment très accessible, parce qu'à chaque fois qu'on le lit, on peut s'y retrouver tout simplement, surtout afin de mieux comprendre d'abord la particularité dont il s'agit. Mais non,
en écrivant entre amour et désamour. Vous pensez réellement que cela puisse être mis en avant et que deux conjoints, en tout cas, qu'ils puissent se retrouver et qu'ils puissent s'accepter afin de mieux continuer dans leur mariage. Parce qu'en fait, il faut comprendre que c'est deux êtres différents avec des convictions assez différentes, surtout des éducations parfois, voilà, c'est comme du dordadier. Et donc, comment réellement arriver à être sur la même longueur d'onde? Mais Moulay, je pense que vous l'avez dit, le mariage réunit deux êtres, effectivement, qui sont différents. Et à ce sujet, les épouses, Alan et Barbara, disent que l'homme et la femme, les hommes et les femmes ne sont ni pires ni meilleurs les uns par rapport aux autres. Ils sont simplement différents. Donc ça veut dire que nous tous, nous nous nourrissons déjà d'un passé. Nous nous nourrissons de trajectoires sociales qui peuvent être diverses, qui sont différents. Et nous nous nourrissons également d'ambitions, d'objectifs qui peuvent ne pas être les mêmes. Maintenant, les Allemands disent souvent que l'amour est aveugle, mais que le mariage lui rend la vue. C'est parce que déjà... Et ils n'ont pas du tout tort. Au moment des amours, donc lors de la saison des amours... On ne voit pas les défauts. Justement. Donc on est vraiment focus sur le sentiment. Et lorsque l'émotion parle, on a tendance à oublier la raison. Et de sorte que le mariage, c'est la vérité des choses. Comme je le disais l'autre jour à quelqu'un avec qui je discutais, c'est normal que lorsque on entre en relation, il y a toujours cette opération de relation sociale, il y a cette communication qui s'établit. Nous sommes des êtres sociaux. Donc forcément, il y a des interdits, il y a des tabous, il y a également un comportement prosocial que dans la vie de tous les jours, nous mettons en avant. Et a fortiori, lorsqu'on est dans le moment de la conquête, de la convoitise, donc on montre toujours nos bons côtés. Et c'est normal également, dans le cas du mariage où l'on est ensemble, si maintenant cette raison qu'on avait mise en arrière-plan, si cette raison ne nous donne pas, parce que l'homme ou bien la femme qui est dans ce champ où ils doivent construire ensemble un projet commun, donc si par exemple ces deux êtres ne sont pas mus justement par cette raison raisonnante qui les amène à bien se comporter, à également prendre la meilleure part de cet héritage social qui est en eux, donc d'essayer simplement de mettre en commun ce projet social qui les réunit et de fonder donc cette fusion, d'être ce couple fusionnel, de fonder cette fusion qui fait de deux êtres réunis en eux. Si vraiment la raison maintenant qui succède à l'émotion ne vient pas à leur secours, forcément des amours, ces deux êtres seront dans le désamour. Et c'est pourquoi également que le choix du conjoint, il est important. Déjà, c'est vrai que lorsqu'on parle de l'émotion, on a tendance à occulter la raison. Mais toujours est-il que lorsqu'on se prépare, dans quelque entreprise, que ce soit dans la vie, que ce soit le mariage, que ce soit autre chose, lorsqu'on se prépare, qu'on anticipe, qu'on se pose les bonnes questions, qu'on a également un corpus, pour moi, un substrat, donc un corpus de manière de faire, de penser, en tout cas d'action, de comportement que l'on met en avant parce que l'on a déjà réfléchi sur la chose avant qu'elle ne survienne. On a tendance aussi, lorsqu'on est dans cette posture-là, à séparer, en tout cas on va essayer de séparer ce qui réellement va au-delà de la raison, ce qui est purement sentimental et ce qui quelquefois est une alerte, parce que dans cette saison des amours, bien des alertes se manifestent, mais on refuse de les voir. Il y a même l'adage qui le dit en wolof. Exactement, c'est le cas d'ailleurs. Lorsqu'on revient au chinois, par exemple, pour dire que le mariage est tellement partagé par les sociétés, la conception elle est presque la même. Les Chinois disent que quand on achète une maison, on regarde les poutres, alors que quand on cherche une épouse, on regarde la mère. Donc ça veut dire que il y a bien des choses au travers desquelles on peut observer celle ou celui qui est en face.
en regardant déjà son environnement familial, son comportement dans le cadre de son travail, ses interactions avec les autres, mais nous-mêmes, nos interactions. Quelquefois aussi, on est dans des interactions où on doit développer également donc des tentatives de réellement pénétrer l'esprit de l'autre pour savoir ce qu'il y a derrière la barrière. Et c'est lorsqu'on brise le miroir qu'on arrive non seulement à donc mettre l'autre vraiment donc dans une bonne disponibilité, donc de bien naviguer ensemble dans ce cap qu'on va se fixer, mais également qu'avant cela, qu'on peut comprendre qui est réellement l'autre, qu'est-ce qu'on peut lui pardonner, qu'est-ce qu'également on est prêt à subir avant de s'engager. Exactement. Donc, je pense que c'est tous ces efforts-là qu'on ne fait pas en général. Vous avez dit que le mariage, c'est un projet social. C'est un projet social, mais on sait qu'un projet aussi, c'est quelque chose qui peut marcher ou ne pas marcher. On peut avoir fait aussi tous les calculs, le business plan, tout ce que l'on veut. Mais qu'il arrive parfois, voilà, qu'il y ait des aléas ou bien quelques obstacles, en tout cas, qui peuvent nous mener soit à être plus forts et avancer ou bien à nous terrasser définitivement. Maintenant, est-ce que vous réfutez le fait qu'on nous dise que le mariage, au fait, se marier avec la bonne personne, au fait, ce n'est pas un choix, mais une chance? Oui, dans une certaine mesure, parce que l'on dit aussi que, de toute façon, le mariage offre des difficultés, mais le célibat donc n'est vraiment en tout cas n'a aucun plaisir à offrir. Donc ça veut dire que de ce point de vue-là, se marier constitue quand même donc la solution ultime, parce que le projet social, il repose d'abord sur la réunion de deux êtres. Ce que l'on sait dans nos sociétés, c'est que que l'on prenne la religion, que l'on prenne également l'organisation sociale en général, c'est un lien entre deux personnes, de la réunion de deux êtres qui sont différents mais qui s'attirent. Donc de sorte que ce projet-là, il doit être construit. Mais il doit être construit en tenant compte de certaines choses, parce que le mariage peut être malheureusement parasité par beaucoup de choses. Il y a déjà, lorsque l'on est dans la saison des amours, lorsque les conjoints cherchent à se lier, il y a également au moment où maintenant le lien sacré se fait, en ce moment-là, il y a également peut-être cette préparation au mariage auquel j'impute la responsabilité de beaucoup d'échecs, l'impréparation même au mariage de nos fils et filles en général dans les familles. Il y a également la pression sociale qui est là, parce que le mariage, c'est la réunion de deux êtres, mais c'est également l'élargissement d'une communauté. Donc de sorte que le mariage n'est pas uniquement, ne concerne pas uniquement les deux conjoints. Maintenant, quand on est surtout dans nos sociétés, quand on est donc dans une situation où il y a beaucoup d'influences, que ce soit les amis, que ce soit les parents, les collatéraux, d'autres collatéraux également qui peuvent interagir, même le milieu professionnel, même ce que l'on voit à travers les films, par exemple, qui se passent dans d'autres sociétés qui ne sont pas les nôtres, peut réellement influencer. Surtout qu'aujourd'hui, on vit dans des sociétés qui connaissent une double pression, parce qu'il y a cette évolution sociale qui est là, cette modernité qui est là, qui n'a rien à voir avec nos traditions, qui nous impose, et nos valeurs qui nous imposent également certains comportements. Et maintenant, quand on prend ces deux aspects de la question qui viennent s'entrechoquer, si on n'arrive pas à les canaliser, c'est la porte ouverte à l'échec. Et c'est là où je dis, par exemple, que dans nos ménages, dans les familles, on doit déjà préparer les enfants au mariage en leur disant que le mariage peut être un havre de paix. On devrait plutôt préparer les hommes. Comment? J'ai dit, on devrait plutôt préparer les hommes. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Les hommes et les femmes, mais je vais venir aux hommes. Mais effectivement, on doit préparer les gens au mariage. Le mariage doit être ce havre de paix. Et ce havre de paix également, il doit faire l'objet de l'exemplarité. Parce qu'il y a des parents exemplaires, qu'il y a des enfants exemplaires. Donc, la meilleure préparation que l'on peut faire pour les enfants, c'est déjà de leur montrer une famille unie, où les deux conjoints se comprennent, essaient de se tolérer certaines choses, arrivent à fusionner, à être un. Maintenant, comment préparer les enfants aussi? C'est déjà dans nos sociétés, de les sortir de cette idée qu'on est dans des sociétés de souffrance. Parce que l'on voit souvent, et aujourd'hui on est dans ce type de société où c'est le conflit qui est géré. Alors qu'on doit anticiper les conflits, on doit simplement avoir un projet de vivre ensemble qui fait que c'est les bonnes valeurs, les valeurs de société qui doivent être mises en avant.
le fait qu'on doit être solidaire, le fait en fait avoir le respect envers la personne, la confiance, la responsabilité, le fait en fait qu'on doit faire à l'autre ce qu'on voudrait, en tout cas souhaiter à l'autre ce qu'on voudrait se souhaiter à soi-même. Donc je pense que c'est tout ça qui doit d'abord être le lit donc du mariage, qui doit préfigurer de l'éducation que l'on donne aux enfants, qui montre aux garçons que la fille qui est à côté, c'est ta sœur, c'est une personne donc, qui est comme toi, et à la fille également que le garçon qui est à côté de toi, c'est un alter ego qu'il faut respecter. Maintenant, il y a les relations donc, qui structurer la société, le droit d'aînesse par exemple, s'il est respecté. Il y a également ce que la religion, ce que la société nous a amené. On était dans une société très machiste. Il y a eu la régulation de la religion qui, évidemment, dans le cadre du mariage, en tout cas, lorsqu'on prend, par exemple, la société musulmane et même la société chrétienne, il y a une certaine prééminence qui est accordée donc, à l'homme dans le cadre du mariage, parce que lorsqu'on prend, par exemple, une entreprise sociale, une entreprise économique, un regroupement de gens, forcément, il faut une coordination, parce qu'il faut, au final, quelqu'un qui fait l'arbitrage. Mais comment se fait l'arbitrage, justement? Dans le cadre donc d'un système managérial que constitue même la famille, hein, il faut déjà recueillir les avis. Il faut discuter, esprit contre esprit. Quand je dis esprit contre esprit, ce n'est pas l'antagonisme, c'est juste le choc des idées. Même avec les enfants, il faut que les gens puissent discuter et qu'ils puissent également faire prévaloir justement la justesse des arguments. Et en ce moment-là, c'est la souplesse des uns et des autres qui va faire la différence. Maintenant, est-ce que c'est ça qu'on vit dans nos sociétés? Et ce que l'on vit dans nos sociétés doit commencer dans les familles, s'étendre ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, même quand on va dans nos systèmes donc de gouvernance en général, au niveau de l'administration, au niveau des entreprises, est-ce que le chef, il ne se prend pas pour vraiment le seul qui décide? Je pense que c'est ces maladies-là qu'il faut expurger de la société. Mais ça doit déjà commencer dans la famille. Mais est-ce que quelqu'un, un conjoint ou bien une conjointe qui a eu à avoir un passé où il n'a pas été dans un environnement assez stable, qui a connu les valeurs, est-ce que ce genre de conjoint ou bien de conjointe auront des difficultés à bien gérer un ménage? C'est là où également, je pense, l'environnement peut être un élément qui va aider. Il y a un contrôle social qui se fait à partir de tous ceux avec qui nous sommes. Nous interagissons avec beaucoup de gens. Et ces gens-là, chacun, donc dans le domaine où il est, donc au niveau où il se situe, dans l'échelle sociale, donc qu'il soit un collatéral, qu'il soit un parent, qu'il soit donc un ami, il a un rôle à jouer. Et si la société fait ce que doit, ces éléments de marge, donc ces aspects marginaux, sont gérés par la société. C'est là où le contrôle social, il intervient. Je pense également, c'est là où simplement la lecture, l'ouverture peut également agir. Parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on dit dans les maisons. Il y a beaucoup de, en tout cas, il y a beaucoup d'aspects sur lesquels aujourd'hui nos sociétés modernes n'ont pas le temps d'agir parce que les parents sont occupés. Donc l'enfant, il est tout le temps à l'école. Le maître, il fait aussi ce que doit, mais il instruit. Il n'est pas là pour éduquer. Et en parlant de lecture, quel est votre rapport avec la lecture? Donc c'est justement là où j'allais en venir. Donc je veux dire qu'en lisant, on s'ouvre. Qu'en lisant, on comprend la diversité des expériences et on tire parti en fait de tout ce qui est l'esprit de dépassement. Exactement. Voilà, donc tout ce qu'il y a de riche, tout ce qu'on retrouve dans l'expérience des autres, on le tire aussi des livres. Exactement. Donc, un livre peut vous aider à mieux vivre. Exactement, à mieux vivre. Et c'est là où la lecture, elle est intéressante. Je disais la dernière fois dans le Philide, dans mon intervention, qu'en lisant par exemple Dostoïevski, qu'en lisant Pearl Book, Dostoïevski qui me parle de la société russe, Pearl Book qui me parle de la société chinoise, aujourd'hui Djali Amadou Amal, en plus qu'on est dans le cadre du mariage, qui parle de Mounial, la patience qu'il faut déployer dans le cadre du mariage, que la religion également met en avant, Dieu avec les patients et les endurants. En lisant donc Djali Amadou Amal, en tout cas dans l'ouvrage Le Père après sa fille, en lui disant Mounial, telle est la source de la vie, telle est la source donc du mariage, en tout cas le seul fondement du mariage. Donc ça veut dire que la lecture de la Camerounaise, du lion de l'appel de Wole Soyinka, de la société nigériane, donc de Thomas Mafolo quand il parle de Chaka, mais tous ces aspects-là
c'est autant de culture, autant d'ouverture, autant de compréhension de l'autre qu'il m'arrive justement donc de rencontrer au travers des pages d'un livre. Et on est plus tolérant quand on lit. On est plus tolérant. Et puis on est mieux accepté, on accepte mieux. Exactement. Quand je vais en Chine, par exemple, je retrouve le vice-président de Huawei, comme je le dis souvent, ce n'est pas quelqu'un qui a fait télécommunication, mais c'est un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères. Donc c'est quelqu'un qui est cultivé. Oui. On sait que la coopération avec les autres se fait soit dans leur langue, soit en connaissant leur culture, soit en acceptant. Surtout la culture, c'est un level très important. Donc ça veut dire que quelqu'un qui accepte à ce que vous êtes, vous l'acceptez d'autant plus. Le Peul que je suis, par exemple, lorsqu'il est à l'ENEA, l'école dans laquelle il a commencé, ce que je dis à mes enfants, donc en leur parlant de l'importance de s'attarder sur la tradition, sur les langues qui sont des valeurs de société qui sont véhiculées à travers ça. Quand je vais en milieu sérère, le sérère, il est mon parent, parce qu'il y a un amortisseur social qui s'appelle la parenté à plaisanterie. Quand je viens en milieu Peul, c'est mes parents. Quand je viens en milieu Wolof, également, c'est une langue que je comprends, qui est la mieux partagée, la plus partagée du pays. Là également, je suis avec tout le monde. Donc ça veut dire que la culture de l'autre, notre culture, elle est un enrichissement. Maintenant, ce qui est important, c'est de faire sien le mot de Senghor qui dit que quand on est dans la civilisation universelle, on est dans le rendez-vous du donner et du recevoir. Et dans le cadre du mariage également, pour en revenir à ce fait social, on doit apporter le meilleur d'entre nous. Et notre environnement doit nous aider. Donc, à apporter le meilleur. Mais il peut être un handicap aussi. Malheureusement, il l'est souvent. Il l'est souvent parce que, comme je l'ai dit, la société a évolué. Nous sommes dans des sociétés modernes où nous sommes trop pris. Nous avons des contraintes dehors, des contraintes sociales, des contraintes professionnelles qui font que nous avons une pression qui s'exerce déjà en nous. Et lorsque nous arrivons à la maison, nous devons trouver ce havre de paix. Donc, un conjoint qui nous répond d'une certaine manière. Quand je viens, par exemple, je le dis souvent avec les gens avec lesquels j'interagis, sans que moi-même je ne sois hors du loin, je le dis, mais la meilleure manière de répondre ou bien de suggérer, c'est déjà de se demander, mais en parlant avec l'autre, mais ne faudrait-il pas, est-ce que, au lieu de dire non, pour lui donner au fait la possibilité que voilà, vous ça heurte moins. Il y a une entrée en matière, une entrée en relation qui est plus douce qu'une autre. Donc déjà, quand on a cette éducation, on a tendance, je le dis en ne disant pas que moi je le fais, mais c'est juste une conceptualisation d'un fait sur lequel on peut donc également donner des exemples, des conseils, en se disant qu'effectivement, quand on vient, on retrouve le tumulte chez soi, par exemple, on n'a pas la tranquillité, parce que là où on veut se reposer, on ne peut pas. Il y a une pollution même qui s'exerce dans l'influence que l'on a sur le mari ou bien sur la femme. Donc là, on est confronté également à non pas faire des deux amoureux, des deux mariés, des êtres qui se rapprochent, mais des ennemis qui dorment ensemble, comme le disent certains. Ou bien des adversaires. Justement, des adversaires. Et c'est là où il faut à chaque fois travailler sur cela, faire du couple un couple fusionnel, essayer donc de tirer parti des démarches d'esprit pour anticiper, donner leur place aux autres, mais mettre au centre de tout le couple d'abord aussi. Alors aujourd'hui, on note beaucoup de divorces au Sénégal. Je ne sais pas si c'est lié à l'émancipation de la femme, parce qu'il s'agit au fait des plaintes. Beaucoup de plaintes qui ont fait, et aujourd'hui on se retrouve avec des femmes très émancipées, qui se disent indépendantes et qui veulent vraiment ne plus être dans cette condition-là de la femme qui devait subir. C'est-à-dire la femme à qui on disait mugnal, mugnal, mugnal. À quelle limite, selon vous, peut-on accepter ce fameux mugnal? Oui, moi je me dis... Et surtout, est-ce qu'on devrait juste dire à la femme mugnal? Oui. Et l'homme? C'est là où je parle en fait de la cellule de base où les hommes et les femmes doivent être éduqués dès l'enfance, lorsqu'ils sont filles et garçons. C'est très important. Donc déjà quand dans les tâches ménagères par exemple, l'on confine les filles. Les petits garçons sont traités comme de petits princes. Donc, et je me dis, donc là déjà il y a un axe de changement à emprunter. Mais ça aussi, c'est chaque femme. Ça m'intéresse. Oui, chaque femme, chaque homme qui doit le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne doit pas s'en arrêter au constat. C'est-à-dire que nous-mêmes, dans ce que nous vivons, nous devons, par exemple, chez nous, entraîner nos petits garçons à cuisiner, donc à appuyer dans les tâches ménagères. Et ça, si on le fait déjà, cet aspect lié en fait à la compréhension
des uns et des autres. Les hommes et les femmes ne sont ni pires ni meilleurs, ils sont différents. Nous sommes différents, mais nous sommes complémentaires, donc comme le disent les époupises. Donc ça veut dire que l'homme, le petit garçon et la petite fille, s'ils ont tendance à s'unir dans la maison, à faire les tâches ensemble, donc là déjà ils savent que la hiérarchie sociale là, elle est purement symbolique. Mais de fait, lorsqu'on est dans le cadre du travail, et d'ailleurs les garçons bien éduqués, et les hommes bien éduqués, quand ils, en tout cas dans notre société sénégalaise, ce que je dis souvent à beaucoup d'autres, quand ils voient une femme venir avec des bagages, ils s'empressent de venir, donc l'aider. Ça, c'est une personne bien éduquée. Donc, ça veut dire que la bonne éducation, je le dis même dans le cadre du management, la bonne éducation, elle est le management. Le savoir-vivre, il est en fait la seule règle, la seule exemplarité qu'il faudrait peut-être mettre en avant dans tous les processus, l'élégance dans tout ce que l'on fait. Maintenant, c'est en cela que nos petits garçons doivent être, en tout cas, éduqués dans ce sens-là, mais également que les jeunes filles doivent être suffisamment averties de cette société dans laquelle l'on vit, donc de la manière, je dis souvent à ma fille, je lui dis, retiens bien cette phrase, et je pense que c'est dans l'ouvrage aussi, si les femmes savaient ce qu'il y a dans la douceur, elles rivaliseraient avec les abeilles, parce que le miel que récoltent les abeilles, c'est l'aliment le plus doux que l'on convoite. Et je pense que la douceur, elle est, je le dis parce que je connais la société dans laquelle l'on vit, que ce soit notre société occidentale comme notre société africaine. Quand vous allez en France ou bien en Europe de façon générale, les femmes vivent pire que pendre. On ne s'en rend pas compte parce qu'il y a simplement un narratif qui est construit. Mais on est dans des sociétés quand même très macho. Maintenant, c'est l'éducation qui est à la base de tout. De sorte que l'enfant qui sait cuisiner, qui sait également faire la lessive, qui sait faire le ménage, lui, il aura tendance à déployer cette solidarité avec, je pense, son conjoint. Je vois. On est dans un débat vraiment qu'on ne pourra jamais terminer. Mais pour finir, j'aimerais vraiment poser cette question. Ça me tient à cœur. Quand vous dites entre amour et désamour, vous avez choisi de mettre SS. Et donc, c'est comme si vous entrez dans la polygamie un peu. Est-ce qu'on peut parler de la polygamie? Oui. J'avais parlé des garçons, je n'avais pas parlé des filles, mais je voudrais revenir sur les filles pour dire qu'on doit les préparer également dans cette négociation sociale. L'homme, on le connaît dans la galanterie, mais la femme, elle se caractérise plus par la douceur en général. Donc la douceur, elle est importante. Le fait de pouvoir apprêter le repas, quand je dis le repas, c'est le tout, de façon globale dans la vie. Le fait de pouvoir enrober les choses pour mieux, en tout cas, être avec ces grands-enfants que sont les hommes, qui acceptent très bien d'être... Ces grands-enfants. Mais oui, ces grands-enfants. Dans une certaine mesure. Vous attribuez au fait aux hommes un autre statut de... Ils sont en fait en sécurité par rapport à tout, quoi. Oui, je sais que l'homme, il aime le douillet en général. Trop même. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une très grande arme. N'est-ce pas une trop grande responsabilité pour la femme? Et nous autres? Oui, mais ça veut dire que c'est l'intelligence qui pour moi, est la mère du succès en général. Quand on déploie son esprit et qu'on sait comment user avec nos compagnons, que sont les hommes, lorsqu'on est une femme, bien souvent, on a un succès inestimable qu'on ne peut pas en fait même envisager lorsqu'on en tout cas le mesure à l'aune de tout autre pour moi élément. Et je pense que ça vraiment c'est important quand même d'insister là-dessus. Donc cette douceur, je pense que c'est d'ailleurs ce que tout le monde doit déployer, mais plus particulièrement les femmes qui vivent dans ces sociétés macho et qui aujourd'hui vont avoir pour moi détenir le pouvoir dans le futur, qui vont avoir le choix. Pour moi, parce que lorsqu'on voit la manière aujourd'hui à l'école, dont les femmes trussent, les filles trussent les premières places, ça veut dire qu'on va avoir un renversement social. Et ce renversement social, notre politique familiale doit le prendre en compte en sensibilisant. Donc en préparant les gens à mieux vivre ensemble. Parce que lorsque l'un des éléments du couple a mal, c'est tout le couple qui a mal. Et c'est les divorces qui vont se multiplier. Maintenant, pour en revenir à la polygamie, je pense que c'est une modalité sociale. Quand j'écris ce genre d'ouvrage, mon souci premier, c'est déjà de pouvoir
faire accéder le lecteur à l'ouvrage pour qu'il le lise plus facilement. Parce que c'est des C'est le style ouvrages... que vous adoptez à chaque fois. Exactement. C'est des ouvrages éminemment, en tout cas, je peux dire, en tout cas, qui sont dans une réalité complexe, qui, à la limite, donc, vont vers des substrats scientifiques, qui se donnent des arguments, donc, tirant parti des réflexions d'autres auteurs. Donc, il va falloir qu'ils ne soient pas rébarbatifs. C'est comme quand je suis dans le polar ou bien dans l'espionnage. Il faut que dès les premières pages, vous puissiez amener le lecteur donc, à vouloir poursuivre. continuer. Et c'est ce que j'ai fait avec l'ouvrage en mettant donc, cette démarche où c'est des récits d'abord, ensuite une petite analyse, et ensuite on va apporter des solutions. On a envie de continuer. Maintenant, quand on va dans la polygamie, vous verrez que j'ai cité Mariama Ba, j'ai cité Fadel Tcha, La vie était lente et tendre, j'ai cité Adizatou Sandi, Les deux maris, Sodandoy, que vous avez édité, beaucoup d'entre eux, donc vous avez édité. Mon professeur, donc Monsieur Diakhaté, mon prof de français, qui a sorti un ouvrage, Adramé Diakhaté, et beaucoup d'autres. C'est des... Cheikh Anta Diop, par exemple, Raphaël Ndiaye, Louis Diène Faye. C'est des ouvrages qui vous permettent d'avoir une base qui confirme ou infirme quelquefois certaines thèses. Exactement. Donc, qui vous permettent d'être à l'aise par rapport à vous, votre thèse. Donc, pour dire que la réflexion aussi, elle s'appuie sur la réalité, mais elle est attestée par une démarche scientifique. La polygamie, pour en revenir à cela, donc c'est un phénomène qu'on a connu dans toutes les sociétés, que ce soit en Grèce antique, que ce soit donc au niveau de la Turquie, que ce soit donc au niveau de Rome, au niveau de l'Allemagne. On a connu des sociétés qui ont été polygames, qui après ont été influencées par l'évolution sociale, qui a fait de cette société une société de complexité qui peut-être ne donnait plus la possibilité à l'homme d'être polygame parfois, encore que l'homme contourne cela avec ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième bureaux, donc quand on va en Europe, ou bien même avec d'autres comportements et usages donc, que l'on retrouve ailleurs. La polygamie dans notre société, elle est régulée par la religion. La religion qui est un système de régulation sociale qui nous a été donc donné par le divin. Religion chrétienne, religion musulmane. Ce système également, il est régulé par la loi dans d'autres sociétés. Ça, c'est lorsqu'on parle du Pax ou autre chose, ou bien du mariage pour tous dans d'autres sociétés. Donc, quand on revient donc, au rôle de la religion donc, dans la société, et nous, notre mariage polygamique, il est régi par la religion. Donc, qui nous dit donc effectivement qu'un homme donc, peut avoir cette possibilité. Mais la polygamie, elle engage aussi la responsabilité de l'homme d'abord. Parce que lorsque une certaine prééminence vous êtes accordée et que vous êtes polygame, vous, contrairement à d'autres sociétés où, en tout cas avant, c'était la femme qui apportait la dot, ici vous apportez la dot, donc vous faites preuve de courtoisie à l'égard d'une famille qui vous confie une fille. Et dans nos sociétés, on vous demande après même, on vous demande que les os de la femme pour vous dire qu'on vous donne la femme. Justement. Donc ça veut dire que vous avez un devoir de responsabilité pour créer une entente, pour créer un cadre de convivialité où ceux avec qui vous vivez, ils puissent être à l'aise. Ou vous-même, même lorsque vous êtes dans un mariage monogamique, vous puissiez être à l'aise. La polygamie est un fait social qui doit normalement se vivre pour les gens qui sont bien éduqués, parce qu'on parlait de l'éducation tout à l'heure. D'accord. Je crois que vous souvenez. En tout cas, oui, je sais, j'ai compris. Ce n'est pas les questions qui me manquent, mais le temps nous fait défaut, malheureusement. Et donc, ce fut vraiment un très bel entretien. Ce fut un réel plaisir de vous recevoir ici aujourd'hui. Et donc, pour terminer, je vous demanderai quel est votre mot de la fin. Mais je dirais simplement qu'il faudrait non pas faire comme les Serbes qui disent qu'une femme sans mari est comme un cheval sans bride, parce qu'il n'est pas question de ne parler que de la femme et de la stigmatiser, mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que nous devons traiter nos épouses dans nos maisons comme des êtres de chair et de sang auxquels nous devons élégance, et elles aussi, elles nous doivent assistance en tout. C'est ça l'esprit de l'islam. Et je pense que c'est ce qu'il faudrait s'essayer à mettre en avant, donc en appelant donc, au meilleur donc, en nous-mêmes, mais en appelant également à la société à aider les couples, déjà dans l'éducation de base, mais également dans les relations où les collatéraux doivent agir
donc dans le bon esprit. Je pense que s'il y a une façon plus courte de donner une opinion par rapport à cela, à mon niveau, c'est juste celle-là pour conclure. D'accord. Que pourrais-je ajouter après voilà, cette belle analyse, vous l'aurez compris, on est à la fin de l'émission. Merci et à très bientôt.